Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence Mon Petit Entretien. Je vous remercie de venir en si grand nombre, accueillir notre conférencière aujourd'hui, Maya Yegan, c'est comme ça, oui, qui va nous parler de son livre L'État face à la crise environnementale. On me dit de dire quelques petites annonces avant le début. Donc, d'une part, vous avez droit à 25 de rabais sur ce livre-là, qui est d'ailleurs peu cher, donc ça vaut le coup, à la coop pendant 2 semaines, donc 25 de rabais. Et à la fin, je vous demanderai déjà de rester pour la période des questions. Mais il va y avoir également un tirage de 3 livres. Donc, c'est pour ça que vous avez un petit billet là, à votre entrée. Lorsque vous allez poser des questions, si vous en posez, on va vous demander d'aller au micro parce que la conférence est enregistrée et c'est important d'entendre votre voix. Donc, on va vous demander d'aller au micro. Et pour les gens du cours de géo et pour ceux qui sont dans Sciences humaines plus, d'aller voir Catherine en avant qui va prendre votre présence. Voilà. Après la conférence. Pour mes étudiants, à moi qui prennent des notes, j'ai des feuilles jaunes sur le petit truc-là, si jamais vous en manquez, quant à les dans le détail. Alors, Madame Yegan est professeure, en fait, de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Depuis 2007, elle a fait plusieurs fonctions là, à l'université, dont récemment vice-doyenne à la recherche à la Faculté de sciences politiques et de droit jusqu'en l'an dernier. Elle a été également professeure invitée dans plusieurs universités en Europe et aux États-Unis et publié de nombreux livres et articles. Ses sujets de recherche portent évidemment sur les questions environnementales, tant au Canada, en Europe, dans le monde de manière plus générale. Elle a travaillé entre autres sur la gouvernance environnementale internationale, l'État environnemental dont il va nous parler aujourd'hui, dont on ne peut parler sans parler également du processus décisionnel des différents acteurs de l'acceptabilité sociale. La question de l'énergie, sur laquelle elle a commencé ses recherches et continue, et de même des conflits militaires liés aux enjeux environnementaux. J'en oublie sûrement. Je sais entre autres qu'elle a travaillé aussi sur la santé dans les années 90, non? Sur l'extrême droite. Sur l'extrême droite. Sur la santé. Donc, la conférence aujourd'hui porte, comme je le disais, sur le livre L'État environnemental. Et elle a réussi un exercice assez difficile de vraiment bien résumer les différents enjeux qui touchent à la politique en lien avec l'environnement dans un format qui est quand même assez succinct. Donc, voilà, c'était tout un défi bien relevé. Donc, mes questions aujourd'hui, je vais les diviser principalement en 3 grands thèmes. Le premier, ça va être quels sont les problèmes. Deuxième va porter sur ce qu'elle appelle l'État environnemental. Donc, que fait l'État au niveau de l'environnement? Et le troisième va porter un peu plus sur les perspectives d'avenir, les différents scénarios, etc. Mais avant de commencer, j'aimerais lui demander, en fait, quelles étaient ses motivations d'écrire ce livre et pourquoi à ce moment-ci? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je me suis attendue à 15 étudiants, puis là, je suis un peu surprise de voir un aussi grand nombre. Donc, merci beaucoup pour m'avoir invitée. La motivation pour moi pour écrire ce livre, c'était en fait, j'avais dans mon entourage des collègues, mais aussi des étudiants qui répètent souvent, ouais, mais la crise climatique, les problèmes environnementaux sont très grands actuellement. Pourquoi l'État fait rien? De l'autre côté, j'ai des collègues, parfois des économistes, qui disent de toute façon, les solutions, ça vient du marché. C'est le marché c'est là où l'innovation se trouve. Donc, c'est le marché qui va nous régler nos problèmes. Et dans les 2 cas, j'étais toujours un peu perplexe pour dire mais non, je suis pas d'accord. Donc, je suis pas d'accord si on dit que l'État fait rien, parce que ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Puis, je vois comment l'État fait de plus en plus de choses. On peut être d'accord ou pas avec ce qu'il fait, mais on ne peut pas dire que l'État fait rien en matière environnementale. Et je suis toujours un peu sceptique si on va laisser tout au marché qui, à la main invisible, va régler nos problèmes. Donc c'est pour ça un peu, c'était ma motivation de regarder de plus près mais qu'est-ce qu'il fait l'État, comment il le fait et
quelle est sa marge de manœuvre de faire des choses en matière environnementale et peut-être aussi quelles sont ses limites. Donc, pourquoi il peut peut-être pas aller plus loin qu'il fait actuellement. Donc, c'était un peu succinctement mes motivations pour commencer à réfléchir à ces thématiques. Et d'ailleurs, on va pouvoir en reparler, mais c'est une des choses que je trouve intéressante dans le livre, c'est que souvent, effectivement, on entend « il se passe rien ». Et là, on a la liste de tout ce qui se passe, en fait. Donc, on y reviendra, mais je trouvais ça intéressant comme livre. Ça donne quand même un certain espoir. Avant donc d'aller dans ce qui se fait, ce qui est plus difficile à faire, on va peut-être commencer à définir certains problèmes environnementaux rapidement. Donc, vous parlez entre autres du concept d'anthropocène et le rôle de l'énergie en fait dans les transformations dans les 2 derniers siècles. Est-ce que c'est possible d'élaborer un peu sur ces sujets? Oui, l'anthropocène, vous avez très probablement entendu parler, c'est un concept qu'on voit de plus en plus. On le voit aussi parfois dans des films, on le voit dans la littérature. Parfois, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc, une définition simple, c'est de dire c'est une ère géologique, c'est un moment où les êtres humains commencent à agir sur la géologie, sur la biologie. Là, on peut dire, oui, mais depuis que l'être humain existe, il a toujours interagi avec son environnement, il a toujours transformé son environnement. Mais pour les auteurs qui ont commencé à parler de l'anthropocène, c'est pour dire c'est une autre échelle et c'est une autre intensité avec laquelle les êtres humains commencent à agir sur la géologie. Donc, ce serait quand le début de cet anthropocène. Là, vous avez des auteurs comme il y a un prix Nobel en chimie qui s'appelle Paul Crusen, qui a situé le début de cet anthropocène au XVIIIe siècle, donc au moment où la révolution industrielle commence. La révolution industrielle est souvent liée aussi à l'invention de la machine à vapeur. Et avec la machine à vapeur, on commence à utiliser des énergies fossiles. Énergie fossile, donc c'est le charbon d'abord, c'est le pétrole par la suite et après le gaz. Donc c'est des énergies qui émettent des émissions de gaz à effet de serre et comme vous savez, les émissions de gaz à effet de serre, c'est une des principales causes des changements climatiques qu'on vit aujourd'hui. Et donc Crusen, il a découvert en fait qu'à partir de la deuxième partie du XVIIIe siècle, on arrivait à mesurer plus de CO2 et plus de méthane dans l'air, donc deux de ces substances qui contribuent au réchauffement climatique. Et donc pour lui, c'est là où il dit qu'il y a des choses qui changent. C'est à ce moment-là que l'être humain commence vraiment à interagir avec son environnement. Après, il y a d'autres auteurs qui ne sont pas forcément d'accord pour dire c'est à ce moment-là que l'anthropocène commence. Il y a aussi... Il faut peut-être aussi ouvrir une parenthèse. Les géologues, ils font ils distinguent des aires géologiques différentes. Et puis, selon les géologues, on est encore dans l'Holocène. Et donc là, il y a une grande discussion parmi les géologues si on a quitté le Holocène pour entrer dans l'Anthropocène. Ils n'ont toujours pas tranché, mais ils étudient la question. Mais actuellement, ils ne seraient pas forcément d'accord de situer le début à la fin du 18e. Ils disent plutôt, si il existe un ère géologique qui s'appelle Anthropocène, ça serait plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, donc au milieu des années du XXe siècle, parce que c'est là où on commence à voir que tous les indicateurs socio-économiques montent vers le haut. Donc, vous avez une croissance économique très importante, vous avez une croissance démographique très importante, vous avez une urbanisation qui augmente aussi. Vous avez donc plein d'indicateurs. Si vous voulez feuilleter le livre, il y a plein de petites graphiques qui montrent en fait ces indicateurs-là. Et en même temps, vous avez des indicateurs du système Terre qui augmentent aussi. Ça veut dire que vous avez à ce moment-là la pollution qui augmente, la pollution des sols, la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Vous avez donc plus des émissions de gaz à effet de serre, vous avez plus d'émissions de méthane, vous avez une acidification des océans qui augmente. Donc vous avez toutes ces choses en même temps. Et donc c'est pour ça que certains chercheurs pensent qu'on devrait plutôt faire commencer l'Anthropocène à ce moment-là. Je pense pour nous, c'est pas si
si décisif à quel moment ça commence. Je pense qu'il faut retenir, c'est que l'Anthropocène, c'est vraiment un moment où l'être humain, où les activités des êtres humains commencent à avoir un impact transformateur sur le plan de la géologie, et ceci à l'échelle mondiale. Donc, ce n'est pas juste des petits impacts locaux, c'est vraiment à l'échelle mondiale où on commence à voir qu'il y a des impacts. Et vous avez aussi posé la question de l'énergie. Comme j'avais mentionné, c'est si on situe l'Anthropocène en même temps qu'on a commencé à utiliser les énergies fossiles. Donc, on voit que ces énergies fossiles, c'était un peu... c'est un peu le moteur de nos sociétés, c'est le moteur de nos sociétés modernes. Donc, si vous réfléchissez à ce que vous faites sans énergie quand vous vous levez le matin, il n'y a pas grand-chose. Donc, je m'imagine, la plupart d'entre vous, vous avez un téléphone portable, vous avez des ordinateurs, vous allumez la lumière le matin, vous avez peut-être un réveil matin électronique, vous avez peut-être une brosse à dents électrique. Donc, l'énergie est partout. Il y a très, très peu de choses qui fonctionnent dans nos sociétés sans énergie, et une grande partie de ces énergies c'est des ressources non renouvelables, donc des énergies fossiles qui émettent des émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, l'énergie est au centre de ces transformations, et plusieurs auteurs parlent au niveau environnemental de problèmes super épineux, super wicked problems en anglais. C'est des problèmes très difficiles à résoudre. Pourquoi sont-ils aussi difficiles à résoudre en lien avec l'action collective et tout ça? Oui, ça c'est un concept qui a émergé plutôt récemment dans la littérature, les problèmes super épineux. Pour les dire de façon simple, c'est des problèmes qui ont des causes multiples. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer un phénomène. C'est aussi des problèmes qui sont interdépendants et qui sont très complexes. Et donc, là, cette multitude de causes et cette complexité fait en sorte que c'est très difficile de trouver des solutions. Donc, on ne sait pas très bien, d'abord pas très bien comment le définir comme problème, et puis après de trouver la solution par rapport à un problème qui est complexe, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est l'exemple type d'un problème super épineux, c'est les changements climatiques. Donc, vous avez plusieurs causes. Donc, vous avez, en général, oui, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Mais si vous regardez d'où proviennent ces émissions, il y a des secteurs très, très différents. Donc, vous avez, évidemment, le transport, les voitures qui émettent des émissions, mais vous avez aussi l'agriculture. Donc, il y a beaucoup d'engrais où il y a beaucoup d'énergie dedans qui émettent des émissions. Et donc, déjà, si vous prenez juste ces deux-là, qui sont juste deux exemples, c'est déjà très difficile de trouver des solutions pour régler le problème de transport, et c'est encore un autre enjeu pour régler le problème de l'agriculture. Donc, je pense que le problème super épineux, ça fait vraiment attire l'attention sur cette complexité à définir le problème, et puis surtout à définir des pistes de solutions. Effectivement, c'est un grand défi pour les différents acteurs politiques. Et ça nous amène, en fait, à ce que vous appelez l'État environnemental, parce que malgré ces difficultés, l'État essaie quand même d'intervenir sur le plan environnemental. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu l'historique ou le développement de la fonction, entre guillemets, environnementale de l'État? Et peut-être avant, pour mes étudiants, de définir qu'est-ce que l'État et en quoi ces fonctions-là se sont transformées dans l'histoire pour en amener à un État environnemental. Bon, l'État, de la manière dont je le définis dans le livre, c'est une organisation qui est administrative, qui est juridique et qui est coercitive, et qui est fondée sur les règles du droit. Et à travers ça, elle règle en fait les rapports entre l'autorité publique et la société, mais elle règle aussi les rapports au sein de la société même. Donc ça, c'est vraiment une définition assez générale. Je pense qu'il est important de souligner, c'est l'État est plus que le gouvernement, parce que les gouvernements, ça change. Donc vous avez tous les 4 ans à peu près, vous avez des élections, et il y a des alternances au pouvoir. Parfois, c'est les mêmes gouvernements qui continuent, mais souvent, il y a une alternance. Donc l'État est
pas le gouvernement. L'État est beaucoup plus stable et beaucoup plus permanent en fait que les gouvernements. Donc c'est toute une structure de règles administratives et juridiques. Et pourquoi parler après de l'État environnemental? Donc les chercheurs qui ont commencé un peu à utiliser ce terme, ils sont pas mal inspirés un peu de l'État-providence, de l'État social que vous connaissez peut-être. Donc c'est l'État qui fournit des prestations sociales. Donc pour les personnes qui sont au chômage, il y a souvent aujourd'hui une assurance chômage. Quand on est malade, on a recours à une assurance maladie. Donc là, vous avez eu l'État qui, à un moment donné, a répondu à des revendications de la société et a créé ce système. Donc au 19e siècle, vous n'avez ni d'assurance chômage, ni d'assurance sociale. Un autre peut-être élément social de l'État, c'est aussi l'éducation. Donc c'est en grande partie l'État qui investit dans l'éducation, ce qui n'était pas toujours comme ça non plus. Donc à travers le temps, l'État social s'est développé et en parallèle, l'État environnemental s'est développé aussi. L'État environnemental s'est développé peut-être un peu plus tard parce que les problèmes environnementaux ont émergé plus tard. En fait, il y a toujours eu des problèmes environnementaux, mais c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on commençait en fait à se rendre compte qu'il y avait des problèmes. Donc, je vous ai parlé avant un peu de cette grande accélération après la Deuxième Guerre mondiale, où vous avez une augmentation de la pollution de sol, de l'air, de l'eau, etc. Et là, il y a des gens qui ont commencé à réagir par rapport à ça et qui ont commencé à revendiquer aussi que l'État intervient pour régler ces problèmes. Donc, peut-être juste pour vous donner un exemple qui est assez connu, qui est souvent cité, c'est une chercheure américaine qui s'appelle Rachel Carson. C'est une femme qui a travaillé sur les pesticides. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on commençait à utiliser de plus en plus de pesticides dans l'agriculture parce qu'on voulait augmenter le rendement. Et donc, elle s'est intéressée à ces pesticides et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, ces pesticides, ça donne lieu à plus de cancers. Et donc, elle a commencé à voir est-ce qu'il y a une causalité entre l'utilisation plus fréquente de ces pesticides et le taux de maladie. Et puis, elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, il y a certains types d'oiseaux qui sont morts. Et c'est pour ça son livre s'appelle Le printemps silencieux, parce qu'au printemps, les oiseaux qui chantent énormément, ils ne chantaient plus parce qu'ils étaient tués par ces pesticides. Donc, elle a commencé à mobiliser des gens autour d'elle. Elle a commencé à mobiliser les médias pour sa cause, et ça a commencé à faire du bruit sur le plan politique aussi. Donc, elle était invitée devant le Congrès américain, elle a parlé de ses découvertes, et c'est à ce moment-là des décideurs politiques qui ont commencé à se dire, oui, peut-être, il faudrait commencer à agir pour réglementer en fait l'utilisation des pesticides. Et donc, ça, c'est juste un exemple, mais il y a eu plusieurs de ces exemples-là qui font en sorte qu'à un moment donné, l'État se saisit de la question environnementale. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il commence à créer des ministères. Donc, dans les années 70, il commence à créer les premiers ministères de l'environnement. Donc, avant, on n'en avait pas. Il commence aussi à légiférer. Donc, dans les années 70, il y a beaucoup de pays qui commencent à établir des lois pour, d'abord, comme j'avais dit, les problèmes de pollution de l'air, de l'eau, était dans la conscience publique. Donc, on a commencé à faire des lois pour réglementer la pollution. C'est souvent de mettre un seuil à la pollution qui était permis. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à... Donc, j'avais parlé des ministères. Donc, quand on crée des ministères, on a besoin des gens qui travaillent dans les ministères. Donc, on a créé une fonction publique. On a créé une fonction publique spécialisée. Donc, c'était souvent des personnes qui avaient des connaissances en matière environnementale. Vous avez des chimistes, des physiciens. Donc, vous avez toutes sortes de personnel qui entraient dans cette fonction publique. Et comme ça, vous avez aussi au sein de l'État qui s'est créé cette expertise et ces connaissances qui sont après utilisées par l'État aussi pour des objectifs assez différents. Donc, l'État, à travers son expertise, peut sensibiliser la population. Donc, parfois, vous voyez des campagnes pour vous sensibiliser. Peut-être vous l'avez vu
pour le recyclage. Donc, on vous dit pourquoi et comment il faut recycler. Donc, c'est souvent l'État qui met de l'argent dedans pour lancer ces campagnes. Donc, c'est là où l'État commence à être de plus en plus proactif. Et donc là, j'ai mentionné, je pense, 3 dimensions de l'État. Donc, j'avais parlé de l'appareil administratif, j'ai parlé d'un système de réglementation, donc de la mise en place des lois. J'ai parlé donc de l'État comme un lieu de connaissance et d'expertise. Et l'État, c'est aussi un lieu de ce qu'on peut appeler un lieu de contestation et de décision. Donc, évidemment, sur le niveau, un État prend des décisions, les gouvernements décident sur des choses. Mais c'est aussi un lieu de débat et de contestation dans le sens où vous avez des groupes très différents de la société qui interviennent pour essayer d'influencer la politique. Donc, vous pouvez avoir des groupes d'intérêt, à la fois des industriels ou des compagnies, des entreprises qui essayent de frapper à la porte de l'administration pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec une législation. Et vous avez aussi des groupes environnementaux qui peuvent intervenir pour dire il faut faire plus, il faut faire ceci et cela. Et dans ce sens-là, l'État est, depuis les années 70, devenu un lieu de contestation. C'est effectivement une très belle définition. Donc, je rappelle un peu les dimensions. On avait des différents appareils de l'État avec les ministères, etc., qui font en sorte qu'ils développent une expertise, des connaissances. Il y a des réglementations, il y a également des actions de sensibilisation, etc. Et en 4e, c'est un lieu de débat, de prise de décision, de débat, etc., et d'espace politique, en fait, autour de ces questions-là. Et vous mentionnez, donc, même si ces éléments-là sont présents un peu partout, il y a quand même une variation dans le temps et dans l'espace. Et notamment, vous dites que les régimes politiques influencent un peu l'état environnemental, les différents groupes de pression. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur les facteurs qui peuvent influencer la forme de l'état environnemental selon les pays? Oui. En fait, de façon générale, des régimes politiques comme on peut d'abord dire qu'il y a des démocraties et des systèmes autoritaires, donc on trouve des politiques environnementales dans les deux cas, mais même au sein des démocraties, vous avez des différences importantes entre des systèmes différents. Vous avez des systèmes, par exemple, unitaires comme en France, où vous avez un État qui est très centralisé, qui prend des décisions de façon centralisée, ou vous avez un peu l'autre extrême, entre guillemets, le Canada, qui est un système fédéral qui est très, très décentralisé, où beaucoup de ces questions environnementales et énergétiques, c'est des compétences qui sont partagées entre le gouvernement fédéral et les provinces, où souvent, c'est pas très clair qui devrait intervenir. Et il y a beaucoup des conflits aussi entre les paliers gouvernementaux. Mais c'est clair que si vous avez des systèmes qui sont différents comme ça, donc centralisés ou décentralisés, ça donne autre chose au niveau des politiques publiques. Donc c'était un peu ça, par rapport à ça, que j'ai fait allusion. Vous avez aussi mentionné les différences dans le temps, peut-être. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est de voir, c'est que à travers le temps, l'État a utilisé des instruments différents. On appelle ça des instruments de politique publique. Donc, j'avais mentionné qu'au début, il a commencé, dans les années 70, il a commencé à légiférer. Donc, il y avait des lois qui, souvent, ont interdit un comportement. Donc, il a dit on ne peut pas émettre plus de pollution dans l'air. Après, dans les années 90, on a beaucoup parlé d'instruments volontaires. Donc, c'était un peu une réaction. En fait, il y a des entreprises qui trouvaient que les interdictions, c'était trop rigide, puis ça leur laissait pas suffisamment de liberté aussi pour l'innovation, puis ils pensaient que des mesures volontaires étaient plus adaptées pour répondre à des problèmes environnementaux. Et puis, par exemple, aujourd'hui, on est dans une phase, on parle beaucoup d'instruments économiques. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de tarification carbone, que vous avez peut-être déjà entendu, de taxe sur le carbone. Donc, on met un taxe sur l'énergie. Ou au Québec, vous avez un marché carbone où on essaie de diminuer les émissions de gaz à effet de serre en utilisant un plafond. Donc, c'est l'État qui fixe un plafond
Et c'est après les compagnies, les entreprises qui doivent eux-mêmes voir comment ils arrivent à s'adapter par rapport à ce plafond-là. Donc, ils peuvent faire deux choses. Ils peuvent soit effectivement changer leur comportement, changer leur type de... comment dire, des choses qu'ils utilisent pour pouvoir réduire leurs propres émissions, ou ils peuvent acheter des crédits ailleurs qui leur donnent après le droit de polluer plus. Donc, ce que je veux dire, c'est l'État des manières différentes où il peut interagir, et cette manière d'intervenir, ça change dans le temps. Et ça change dans le temps, probablement pour des raisons différentes aussi. Ça peut aussi être des changements idéologiques des gouvernements. Actuellement, je pense il y a ce qu'on appelle aussi le libéralisme environnemental, donc ces idées que quand même on utilise le marché pour atteindre des objectifs qui est assez populaire. Et donc, il peut avoir ces variations-là. Ceci ne veut pas dire qu'on a complètement oublié les interdictions et d'autres types d'instruments. C'est souvent, ça peut évoluer en parallèle aussi. Donc, c'est plus une question de priorité que l'État peut mettre. Vous mentionnez également dans le livre, je trouve ça intéressant, ces différents comités qui ont été mis en place dans différents pays. Vous parlez du Royaume-Uni qui a mis en place un comité, le Canada, le Québec, les difficultés aux États-Unis, un peu la Chine. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, mais est-ce que c'est possible de donner des exemples des organisations qui ont été mises en place dans ces différents pays? Pour moi, c'était un peu une manière de voir comment l'État a évolué dans le temps aussi, parce que j'avais mentionné avant les années 70, il n'y avait pas de ministère de l'Environnement. Dans les années 70, on a commencé à créer ces ministères-là. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est resté là? Donc, sur le plan des institutions, est-ce qu'on est allé plus loin ou pas? Et c'est là, j'ai donné un peu ces exemples de ces comités consultatifs qu'on a créés, avec l'idée de dire non, l'État a évolué aussi sur le plan institutionnel. Donc ces comités, on les a créés souvent dans le contexte des questions sur le changement climatique. Donc je pense un des premiers, c'était, comme vous dites, au Royaume-Uni, c'était, je pense, en 2008, si je ne me trompe pas. Ils ont créé un comité qui est majoritairement composé par des scientifiques. Donc c'est des chercheurs scientifiques qui connaissent très bien les questions des changements climatiques. Et l'idée, c'est que ce comité est indépendant et qui va conseiller en fait le gouvernement en matière climatique. Donc, ils sont vraiment un peu la voie scientifique qui va conseiller les gouvernements. Et donc, c'est évidemment aussi une manière aussi de faire entrer les connaissances scientifiques dans le processus politique. Ce type de comité, entre-temps, vous le trouvez aussi au Canada. Donc, le gouvernement fédéral a ajouté un comité consultatif comme ça aussi. Et le Québec aussi, ils ont depuis quelques années créé un comité qui est composé des chercheurs scientifiques qui font des recommandations aussi au gouvernement. Puis pour ceux qui lisent les journaux, ce comité était pas mal discuté. Je pensais au mois de septembre, il y avait pas mal des articles dans les médias autour de ce comité-là. Un mot sur la Chine, peut-être? Oui, la Chine, parce qu'évidemment, la Chine, c'est pas une démocratie comme on la connaît peut-être plus, mais la Chine est quand même assez proactive aussi en matière climatique. Ils ont aussi intégré la question climatique dans leur ministère. Et puis, ce qui était intéressant, ça changeait à travers le temps. Et avec les ministères et les unités administratives différentes qu'ils ont en Chine, on va un peu retracer aussi que la question climatique est devenue plus importante pour eux parce qu'ils l'ont attribuée à des unités administratives qui ont plus de poids dans le gouvernement chinois. Donc, comme ça, un peu inféré qu'ils donnent une priorité comme assez importante aux questions climatiques. Et vous posez un peu la question également dans le livre, qu'est-ce qui pousse les gouvernements à agir? Vous mentionnez certaines choses, dont certaines plateformes, en fait, justement, de scientifiques. Est-ce que c'est possible d'élaborer un peu, justement, sur le rôle de la science, entre autres au niveau du climat, par exemple? Il y a plusieurs choses qui peuvent, quelque part, attirer l'entrée des gouvernements sur des problèmes environnementaux. Parfois, c'est juste des
catastrophes naturelles ou des catastrophes qui se produisent où ils disent « Ah oui, on a un problème ». Par exemple, si vous avez des marées noires, ça fait souvent réagir les gouvernements. Des catastrophes nucléaires, ça peut faire réagir des gouvernements. Donc, c'était peut-être moins discuté ici, mais en Europe, il y a plusieurs pays. Après l'accident à Fukushima en 2011, ils ont décidé de sortir du nucléaire. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle des chocs externes qui peuvent avoir un impact très direct sur le politique. Après, la science est importante, puis la science, ça peut évoluer dans le temps. Donc, c'est souvent toutes les connaissances scientifiques atterrissent pas forcément dans les processus politiques. Mais si vous avez des organismes, comme des organisations comme le GIEC, donc le groupe sur l'évolution du climat, qui, à travers le temps, ont quand même gagné en crédibilité, ça devient des acteurs qui peuvent influencer le politique. Et puis, les décideurs politiques ont tendance à quand même à consulter les rapports ou à les écouter. Ça ne va pas toujours, ils vont pas forcément toujours reprendre telles quelles les recommandations qui viennent des scientifiques, mais ça va quand même permettre de parfois ajuster certaines propositions politiques pour davantage les aligner sur les connaissances scientifiques. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des politiques basées sur des données probantes. Donc c'est un peu ça qu'on veut appuyer les politiques sur la science. Dans le vrai monde, ça se fait parfois, mais ça se fait pas toujours. Donc parfois, il y a un peu des compromis qui sont faits. On utilise un certain type de connaissances scientifiques et puis on ajuste ça aussi. Puis effectivement, je trouve qu'un exemple assez marquant de la rencontre, je dirais, de la science et de la politique est le concept de développement durable, qui est un peu, pas un mélange, mais enfin, il y a un aspect politique dans ce concept-là. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur l'histoire et comment il s'est développé et qu'est-ce que ça a amené? Oui, ça c'est un concept qui a émergé dans les années 80. Donc, c'était... je pense à la base, c'était une organisation non gouvernementale qui a commencé à en parler, mais après, c'était repris par une commission onusienne, donc des organisations des Nations Unies, qui était présidée par Gro Brundtland. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler du rapport Brundtland. Donc c'est une ancienne première ministre norvégienne. Et avec les membres qui travaillent sur cette commission-là, ils avaient l'idée qu'il fallait faire des choses pour qu'on traite la planète d'une manière que les générations présentes peuvent en vivre, mais aussi les générations futures vont retrouver les mêmes conditions de vie qu'on a actuellement. Donc, ils ont commencé à parler de développement durable et avec ce concept, ils ont donc introduit un peu cette notion de intergénérationnalité. Donc, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui, mais il faut aussi penser à des problèmes qui se posent à plus longue échelle. Donc ça, c'était une des choses qui était importantes dans ce concept de développement durable. Ce qu'ils ont souligné aussi, qu'il faut faire attention aux populations vulnérables. Donc là, ils pensaient souvent aussi aux pays du Sud, qui évidemment qui sont dans une autre situation par rapport à toutes ces questions de développement. Et finalement, ce qu'ils ont essayé, c'est de réconcilier trois choses qu'on pense parfois qui vont pas ensemble. Donc, vous avez la dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension économique. Donc, parfois, dans les discours, on entend que l'économie et l'environnement, c'est deux pôles différents. C'est soit l'un, soit l'autre. Et je pense que ce concept de développement durable, essayer de, quelque part, marier ces dimensions-là, puis dire non, on peut penser ces choses ensemble. Puis, c'était important aussi, souvent dans les négociations internationales en matière environnementale, vous avez des positions très différentes entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Nord qui ont eu la chance de se développer beaucoup plus tôt que les pays du Sud, mais qui ont utilisé beaucoup de ressources, évidemment. Donc, nous, au Nord, on a quand même eu le temps de polluer la planète aussi pendant plus longtemps. Les pays du Sud qui ont souvent dit « Oui, mais c'est bien joli, vos problèmes environnementaux, mais nous, d'abord, on a un problème économique, on a des gens qu'on veut nourrir, qu'on doit nourrir, et donc on doit d'abord
pouvoir se développer avant qu'on peut se poser ces questions environnementales. Donc, avec ces concepts de développement durable, on a essayé de trouver un peu un dénominateur commun pour entamer en fait la discussion entre des personnes qui ont des intérêts assez différents. Et dans ce sens-là, oui, c'est une notion qui est politique, c'est aussi un concept qui est assez ambigu, parce qu'évidemment, chacun peut mettre un peu l'accent où il veut. Donc, c'est un concept qui a été repris par la suite aussi par des entreprises qui ont tendance plutôt de souligner la dimension économique. Les groupes environnementaux, évidemment, ils ont tendance davantage de souligner la dimension environnementale. Et donc, c'est ambigu, mais l'idée, c'est aussi que cette ambiguïté est constructive et permet la discussion entre des personnes différentes. Oui, puis je trouve ça extrêmement intéressant, en fait, de le mentionner, que l'ambiguïté peut être porteur, en fait, de changement, bizarrement, ou porteur d'action, parce que chacun y trouve un peu son compte, il y a des compromis, donc ça permet d'entamer un dialogue également. L'enjeu politique, parmi les éléments là, qui peuvent, entre guillemets, motiver l'État à agir sur le plan environnemental, vous mentionnez également les partis politiques et vous faites un petit mot sur les modes de scrutin. Peut-être d'en glisser un mot également, ou comment ça a été intégré, en fait, aux partis politiques, l'enjeu environnemental. Je ne sais pas si tout le monde est dans des cours de sciences politiques. Un parti politique, en général, c'est une organisation qui peut mobiliser des ressources, qui peut mobiliser des personnes, qui a en général aussi une idéologie précise et qui veut occuper le pouvoir. Donc, finalement, un parti politique veut arriver au gouvernement. Donc, ça, c'est un peu la définition un peu simplifiée qu'on donne d'un parti politique. Et vous avez évidemment des partis verts, donc des partis qui sont créés autour des causes environnementales. Et c'est là où les modes de scrutin sont intéressants. Donc, les partis verts, ils ont des chances très différentes selon les modes de scrutin. Donc, par exemple, souvent dans les pays européens, vous avez des modes de scrutin proportionnels. Et ce mode de scrutin permet en fait aux partis plus facilement à entrer dans les parlements. Donc comme ça, vous avez beaucoup plus de représentants des partis verts dans les parlements de type proportionnel. Par exemple, moi j'avais vérifié, je pense hier, j'étais allée vérifier, parce que le parti vert, là où il a historiquement été plutôt fort, c'est en Allemagne. Puis actuellement, l'Allemagne, il y a 118 députés verts au Parlement allemand. Donc c'est beaucoup, surtout si on compare avec le Canada, où il n'y a jamais eu plus de 3 représentants d'un parti vert au Parlement, au fédéral. Et c'est pas parce que le parti vert a moins à offrir peut-être aux électeurs, mais parce que le scrutin uninominal au Canada fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour le Parti vert ici d'entrer au Parlement. L'exemple qui est intéressant aussi dans ce propos-là, c'est la Nouvelle-Zélande qui avait pendant longtemps le même mode de scrutin que le Canada, où il n'y avait presque pas de vert au Parlement. Après, ils ont changé vers un système proportionnel et tout d'un coup, le Parti vert, c'était beaucoup plus facile pour se faire élire au Parlement. Donc, dans ce sens-là, vous avez vraiment ces caractéristiques des institutions qui font en sorte que les résultats peuvent être différents. Puis vous parlez également, donc on a parlé des partis, également dans les motivations, en tout cas les gens qui essaient d'influencer les décisions. On a différents groupes de pression, des groupes environnementaux, des entreprises, des agents économiques. Comment ces différents agents influencent ou tentent d'influencer en fait les décisions de l'État environnemental? Je commence peut-être avec les groupes environnementaux. Peut-être juste pour dire, souvent les partis politiques verts, ils viennent en fait des mouvements sociaux. Donc c'est d'abord des mouvements sociaux, des groupes environnementaux qui, à un moment donné, sont politisés, ont décidé de se transformer en partis politiques. Mais en général, les groupes environnementaux, ils n'ont pas le même objectif qu'un parti politique. Donc un parti politique, comme j'avais dit, ils veulent occuper le pouvoir. Un groupe environnemental veut
influencer le pouvoir. Et il y a des manières différentes, ils essayent d'influencer le pouvoir. Donc il y a une manière que vous connaissez, donc il y a régulièrement des manifestations. Donc il y a des manifestations pour la cause climatique où ils essayent de mobiliser la population, une partie de la population, pour aller dans la rue, pour attirer l'attention des décideurs politiques à la cause climatique, ou il y a d'autres causes environnementales aussi. Chaque année, au mois d'avril, il y a la journée de la Terre, où il y a régulièrement des manifestations. Donc là, souvent, ces groupes environnementaux, ils travaillent avec des médias pour attirer l'attention, comme j'avais dit, des décideurs politiques, mais aussi des autres citoyennes et citoyens, pour les sensibiliser aux problèmes environnementaux. Les groupes environnementaux, ils ont d'autres manières aussi d'influencer le processus politique. Il y a des groupes environnementaux qui font du lobbying, donc ils essayent d'influencer des décideurs politiques, ils essaient d'influencer aussi des fonctionnaires dans les administrations. Les groupes environnementaux, entre-temps, ils peuvent aussi offrir une expertise. Évidemment, ce n'est pas tous les groupes qui font ça, mais vous avez certains groupes environnementaux qui sont, entre-temps, très bien organisés, très professionnalisés, qui ont aussi un personnel scientifique qui travaille pour eux, et donc ils peuvent offrir une expertise à des fonctionnaires. Après, vous avez un moyen qui est de plus en plus utilisé, que je trouve assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la judiciarisation. Donc, c'est les groupes environnementaux qui de plus en plus saisissent les tribunaux pour des causes très différentes. C'est une manière d'influencer qui était au Canada souvent utilisée aussi par les Premières Nations, donc les peuples autochtones qui sont souvent exclus du processus politique, et donc pour se faire entendre, pour pouvoir présenter leurs revendications, ils ont saisi les tribunaux. Mais entre-temps, il y a plein de groupes environnementaux qui font ça. Peut-être vous avez entendu parler, c'était aussi cet été ou en septembre, je ne me souviens plus, il y avait un cas assez médiatisé au Montana, aux États-Unis, où 16 jeunes ont saisi le tribunal en disant que il y avait des lois au Montana qui portaient sur l'énergie et sur des projets d'exploitation énergétique. Et ces jeunes-là, ils ont plaidé pour dire que ces lois, ça va à l'encontre de la Constitution du Montana qui promet, qui garantit un droit à un environnement sain. Donc, ils ont dit, là, avec ces lois-là, vous mettez en danger notre santé environnementale. Et ce qui est intéressant, la juge leur a donné raison. Donc, c'est un de ces cas-là où on voit que la judiciarisation a abouti. Il y a plein d'autres cas. Il y a un cas en Allemagne qui était assez médiatisé aussi, où c'était des membres de Fridays for Future avec d'autres groupes environnementaux qui sont allés devant la Cour constitutionnelle pour dire que le gouvernement allemand ne respectait pas les objectifs, que les objectifs n'étaient pas suffisamment contraignants, et la Cour constitutionnelle leur a donné raison, et après, le gouvernement allemand a dû modifier sa législation. Donc, vous avez de plus en plus des exemples dans ces domaines-là, et ça, à l'échelle de la planète. Donc, vous avez de plus en plus de cas aussi dans les pays du Sud qui essayent de saisir ces droits-là pour se faire entendre et revendiquer leurs droits. Vous avez à la fois des groupes environnementaux donc, qui s'attaquent aux politiques des gouvernements, mais il y a aussi un certain nombre de cas où les groupes environnementaux s'attaquent directement aux compagnies, aux entreprises. Donc, il y a des cas comme aussi des groupes environnementaux qui ont dénoncé ce qu'on appelle le greenwashing, donc des entreprises pétrolières comme BP ou Shell qui font la publicité pour dire qu'ils font la promotion des énergies renouvelables, alors que plus que 90% de leur portefeuille est dans les énergies fossiles. Donc il y a des groupes environnementaux qui ont posé plainte pour ça. Puis là aussi... en fait, je sais pas, je pense que c'est des cas qui n'étaient pas encore décidés, qui sont encore devant les tribunaux. Mais juste pour vous dire qu'il y a de plus en plus de judiciarisation et de plus en plus des groupes environnementaux qui saisissent de ces moyens-là pour se faire entendre.
Donc, effectivement, donc, les groupes environnementaux, je fais un petit récap. Donc, ils utilisent des fois des manifestations, du lobbying. Certains ont une expertise et la judiciarisation dont vous avez parlé. Est-ce que ce sont les mêmes moyens qui sont utilisés par les agents économiques ou ils utilisent d'autres moyens pour défendre leur cause? En partie, oui. En fait, quand j'ai parlé du lobbying, c'est clair, c'est un moyen que les groupes économiques, les groupes de pression utilisent régulièrement. Donc, ils interviennent dans les processus politiques pour orienter les politiques dans le sens de leurs intérêts. Parfois, c'est aussi pour, par exemple, des gouvernements qui proposent des lois environnementales qui vont plus loin, qui sont plus progressistes. Et c'est souvent des groupes économiques qui interviennent dans le processus politique pour freiner, en fait, ces choses-là. Donc, le lobbying, c'est un moyen que les deux types de groupes d'intérêt ont en commun. Après, on va beaucoup moins des groupes d'intérêt économique mobilisés pour des grandes manifestations. Donc, ça, c'est un moyen qui est davantage utilisé par les groupes environnementaux. Ce qui concerne le travail avec les médias, la médiatisation, je pense de plus en plus aussi les groupes économiques utilisent ça. Donc, l'exemple que je viens de donner avec la publicité illustre en fait que évidemment ces groupes économiques aussi, ils essayent d'influencer via les campagnes de publicité, ils essayent de nous influencer tout aussi dans nos manières dont on consomme. Donc, dans ce sens-là, oui, ils peuvent intervenir comme ça aussi. Ben, ça fait justement le lien avec les médias où je m'en allais. C'est parfait. Vous parlez de cycles d'attention médiatique qui, des fois, effectivement, vous avez parlé, des fois, il y a des crises, là, on s'intéresse à l'environnement, mais c'est pas toujours stable, disons, l'intérêt que les citoyens ont à l'environnement. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer là-dessus? Et là, je sors un peu du livre, mais est-ce que vous pensez que les médias sociaux ou la façon dont est distribuée l'information aujourd'hui change ce cycle-là ou ça reste peut-être la même chose? Quand on parle de cycle, puis dans le livre, je parle d'un modèle, c'est le cycle d'attention aux problèmes. Puis c'était un modèle qui était élaboré dans les années 70 aussi par après des questions environnementales. Et l'économiste qui s'appelle Anthony Downs, qui a développé ce modèle-là, a observé que quand il y a un problème politique, en fait, il y a des problèmes politiques qui sont là, en fait, des problèmes qui sont là, mais qui ne sont pas encore politiques, mais qui sont quand même importants. Donc, il faut quelque chose pour qu'un problème devienne un problème politique. Et parfois, c'est l'attention aussi du public qui est attirée vers un problème qui aide à politiser. Et qu'est-ce qui peut faire ça? Donc, c'est souvent, comme j'avais déjà mentionné avant, ça peuvent être des chocs externes, ça peuvent être des catastrophes qui, tout d'un coup, on entend parler dans les médias qu'il y a un problème. Et c'est là, tout d'un coup, une grande partie de la population commence à s'intéresser à un problème et commence à revendiquer aussi que l'État intervient pour trouver des solutions. Donc, comme ça, vous avez une grande attention sur un problème et puis c'est là les gouvernements ont tendance quand même à réagir parce qu'ils veulent être élus, donc ils veulent quand même pas ignorer si une grande partie de leur population trouve qu'il y a un problème. Après, on commence à chercher des solutions. On voit parfois aussi que c'est plus complexe ou plus coûteux, et puis on va à une démobilisation. Donc souvent, les problèmes politiques restent pas très longtemps dans l'attention de nous tous. Donc on a comment dire, une attention qui change entre les problèmes aussi. Puis si vous regardez un peu dans les sondages, on a eu un été avec pas mal de catastrophes qu'on peut dire sont liées au changement climatique. On a eu beaucoup de feux de forêt, on a des inondations partout et tout. Si on regarde ces événements-là, on devrait dire que la préoccupation climatique doit être vraiment la priorité numéro 1 des Canadiennes et des Canadiens. Si vous regardez les sondages, c'est pas du tout le cas. La priorité, c'est des questions d'inflation, c'est des questions de santé publique, c'est des questions de... Enfin, le climat, il est encore, je pense, parmi les 4 ou 5 priorités, mais c'est pas la préoccupation principale. Et donc, dans ce sens-là, vous avez des cycles qui peuvent se faire et demander le rôle des médias sociaux. Je connais pas vraiment des études qui ont analysé ça. Moi, je pense que ça joue certainement. Je pense
De plus en plus des personnes se trouvent juste dans les bulles des médias sociaux, puis dans ces bulles-là, on a une information très filtrée. Et donc, dans ce sens-là, dans une bulle, le changement climatique peut être très, très important, mais probablement dans 8 bulles sur 10, le changement climatique n'a aucune importance. Et dans ce sens-là, moi, je m'attendrais que ces cycles-là, ça peut changer avec l'impact des médias sociaux. Puis aussi, c'est vous tous, je ne sais pas quel type de médias vous consultez. Est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent les journaux imprimés sur papier? Probablement relativement peu. Est-ce que vous lisez des journaux? Peut-être relativement peu aussi. Donc, dans ce sens-là, la manière dont on consomme l'information, dont on est exposé aussi aux informations, ça va avoir un impact sur la manière dont les problèmes politiques sont perçus, sur la manière dont les priorités vont s'aligner aussi, je pense. Merci beaucoup pour la réponse. Vous parlez également donc de certaines limites, contraintes de l'État par rapport à justement l'état environnemental. Vous parlez du temps, de verrouillage carbone, de plafond de verre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu certains de ces concepts ou un peu c'est quoi les contraintes là, de l'État en lien avec l'environnement? Je pense que la contrainte principale pour moi, c'est le temps. C'est que on sait que, enfin, on sait depuis quand même pas mal de temps que le phénomène des changements climatiques existe. Ça fait depuis des années, maintenant des décennies qu'on en parle. Il y a des actions qui se font graduellement, gentiment. Mais si on écoute les scientifiques, on voit que le problème des changements climatiques s'accélère. Donc ça veut dire qu'on devrait accélérer l'action politique aussi. Et dans ce sens-là, le temps est vraiment une contrainte très très forte. Pour moi, est-ce qu'on arrive à agir dans un laps de temps assez rapide? Historiquement, si on regarde les transitions sont faites sur des laps de temps très longs. Et là, on nous dit de bouger très rapidement. Donc là, dans ce sens-là, c'est une réelle limite, un réel défi pour le politique. Et comme vous savez, le politique n'a pas un temps très long. Donc c'est pas la perspective politique est plutôt courte. Elle est définie par le cycle électoral. Donc plus ou moins tous les 4 ans, on peut élire un nouveau gouvernement. Et dans ce sens-là, ce gouvernement-là, il fonctionne dans un temps très court. Les cycles économiques sont encore plus courts. Donc, les gens dans les entreprises, eux, ils sont parfois tous les 4 mois, ils doivent agir et réagir. Donc, on est dans des dimensions temporelles très différentes qui est problématique. Après, un autre, vous avez mentionné le plafond de verre que je mentionne dans le livre. Donc, c'est des chercheurs qui ont développer le concept du plafond de verre. Donc, ils font l'analogie avec le plafond de verre qu'on utilise souvent pour cette barrière structurelle qui empêcherait les femmes et d'autres groupes minoritaires d'accéder dans des positions plus élevées dans leur carrière. Donc, c'est comme un plafond de verre qui fait qu'ils ne peuvent pas aller plus loin dans leur carrière. Et donc, ils prennent cette image pour dire il y a aussi un plafond de verre pour l'état environnemental. Et ce plafond de verre, c'est en fait le problème que l'État dépend à la fois un peu du capitalisme parce qu'il a besoin qu'il y ait des entreprises sur son territoire qui génèrent en fait la productivité, qu'il y a des revenus qui reviennent à l'État. Mais l'État, il est aussi dépendant de nous tous. Donc, on est à la fois des citoyennes et des citoyens et on est surtout des consommatrices et des consommateurs. Et on a quelque part une attente qu'on peut continuer à consommer. On a l'habitude d'avoir un certain standard de vie. Donc, on a un mode de vie et quelque part, on attend que l'État nous garantisse ça. Donc, pour que l'État garde la légitimité dans nos propres yeux, il a besoin qu'il peut garantir un certain niveau de vie. Et donc, pour ces auteurs-là, c'est ça, on fait un peu le plafond de verre, parce que si l'État commence à intervenir trop dans nos habitudes et à dire, là, demain, tu peux plus conduire parce que c'est des émissions de gaz à effet de serre,
ça devient très rapidement difficile pour un gouvernement de rester au pouvoir. Et donc, ça, c'est moi, je trouve que c'est assez convaincant comme argumentation que là, la marche de l'État est limitée parce qu'il dépend d'une... En fait, dans les démocraties, il faut une légitimité politique pour que les gouvernements peuvent en fait prendre des décisions. Puis on arrive un peu vers la fin, encore quelques questions, mais vous faites référence à plusieurs scénarios d'avenir et en même temps, vous proposez plutôt l'État comme solution. Est-ce que c'est possible de parler de certains de ces scénarios-là et pourquoi, votre solution à vous? Je pense pour moi, c'était... j'ai commencé à m'intéresser, mais qu'est-ce que l'État peut faire? Quelles sont quelle est sa marge de manœuvre, quelles sont ses limites. Et là, je viens de mentionner une limite qui est réelle, qui est très, très importante, où il est difficile pour le gouvernement de vraiment imposer des choses sans qu'ils perdent leur légitimité. Mais pour moi, l'État reste en fait le seul acteur, peut-être, il y a d'autres que moi je ne vois pas, mais actuellement, ça reste le seul acteur qui a la possibilité de coordonner les activités humaines. Le marché ne va pas le faire. Et les êtres humains, tout seuls, est-ce qu'ils vont se coordonner pour agir, pour quelque part sauver la planète? Je ne sais pas. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est faute de mieux, c'est l'État et c'est d'institutions qui a la capacité de coordonner les activités. Puis comme j'avais dit au début aussi que l'État moderne, il peut contraindre certaines choses. Donc il y a le monopole légitime de la coercition. Donc dans ce sens, il peut faire des choses. Et après, ce que j'essaie d'esquisser un peu là où il y a des possibilités, je parle vers la fin beaucoup des politiques industrielles vertes. Et ce qui est intéressant, parce que j'avais écrit ça avant les États-Unis ont mis beaucoup d'argent pour les politiques d'industrie verte sur la table. Je trouvais assez marrant que ça va dans le bon sens. Donc ça veut dire que l'État commence à investir beaucoup aussi dans des technologies qui subventionnent en fait des entreprises qui développent des technologies d'énergie renouvelable et qui essayent en fait de forcer en fait l'économie à faire un virage vers des solutions plus écologiques, plus durables. Et donc, comme j'ai mentionné, c'est les États-Unis qui ont l'année dernière, donc avec le Inflation Reduction Act, mis énormément d'argent sur la table pour faire ce virage-là. Vous avez en Europe, vous avez le pacte vert de l'Union européenne qui a les mêmes idées d'essayer de forcer ce virage vers des politiques plus vertes. Vous avez aussi la Chine qui a peut-être même avant les autres commencé à faire des politiques industrielles vertes. En fait, eux, ils appellent ça pas forcément comme ça, mais c'est l'État en Chine est pas mal investi dans le développement des politiques vertes. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'intéressent un peu au développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, à la Chine, c'est le pays qui produit énormément qui fabrique des énergies renouvelables. Donc, grande partie des panneaux solaires aujourd'hui, c'est fabriqué en Chine. Ils sont impliqués dans la fabrication des composantes des éoliennes, des voitures électriques, et ils produisent ça pour leur propre utilisation, mais aussi pas mal pour l'exportation. Donc, dans ce sens-là, il y a des choses qui se passent. Évidemment, il ne faut pas juste être aveugle devant les politiques industrielles vertes non plus, puis il faut voir comment ça se développe. Il faut aussi, je pense, surtout faire attention qu'on ne commence pas à déplacer des problèmes. Donc, quelque part, on trouve une solution pour un problème, mais finalement, on déplace le problème ailleurs. Pour moi, un problème de déplacement, c'est par exemple quand on parle des voitures. Donc, on veut sortir des voitures d'essence, donc parce qu'on veut sortir des énergies fossiles. Et donc là, on investit beaucoup dans les voitures électriques. Et donc on pense, oui, on a trouvé la solution, mais on crée aussi plein d'autres problèmes parce qu'on crée toute une industrie d'extraction minière
Et l'extraction minière, ça veut dire quoi? Ça veut dire la pollution, de nouveau, plein d'impacts environnementaux, et ça veut aussi dire plein d'impacts sociaux. Donc, c'est souvent dans des pays, la République du Congo, c'est un pays où il y a beaucoup d'extraction qui se fait. Et si on voit dans quelles conditions les personnes travaillent dans ces industries, c'est des problèmes sociaux énormes. Donc, ce que je veux dire ici, il faut vraiment faire attention qu'on déplace pas des problèmes parce qu'on essaye de régler un. Et dans ce sens, je suis en faveur des politiques industrielles vertes, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention comment on les fait, comment on les met en œuvre aussi. Parfait. Moi, ça termine en fait mes questions. On va ouvrir aux questions de la salle. Donc déjà, je vous demande de rester dans la salle, s'il vous plaît. Donc, s'il y en a qui ont des questions à poser, toute question est bonne. Bonjour. Donc là, j'avais une question, vous y avez répondu. Là, j'en ai eu une autre, vous y avez répondu. Là, j'en ai une autre. Donc, au début, je me demandais un peu si le système économique capitaliste limitait un peu les décisions du gouvernement là, à préserver l'environnement. Après ça, vous avez mentionné, là, dans le fond, que ce gouvernement-là veut être sûr de se faire réélire, donc ne peut pas trop forcer la population à changer drastiquement de mode de vie. Mais on s'entend que ça serait la meilleure échelle, celle du gouvernement, pour mettre en place des nouvelles politiques. Est-ce que c'est, dans le fond, à lui aussi que reviendrait cette espèce de responsabilité morale un peu, environnementale? Puis, dernière question. Si le gouvernement a peur de ne pas se faire réélire s'il met en place des politiques trop contraignantes, pourquoi les partis politiques ne s'entendent pas pour mettre en place un état environnemental puis dire, bien, en tout cas, peu importe c'est qui va être élu après, on va s'entendre sur ces éléments-là de base. Merci. C'est des grandes questions. La question de la responsabilité, c'est... Personnellement, je pense qu'on est responsable un peu toutes et tous de notre comportement. Évidemment, on n'a pas tous le même impact, donc on n'a pas tous, on peut pas agir de la même manière, mais quelque part une responsabilité de base, on en a toutes et tous. Et une première responsabilité, je pense, serait déjà de élire nos gouvernements. Si on regarde le taux d'abstention, donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas impliqués du tout. Et puis après, c'est difficile de se plaindre que les gouvernements ne font pas la chose qu'on aimerait bien qu'ils font. Après, les partis politiques, les partis politiques, ils ont des entrées, des idéologies assez différentes. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que toutes les plateformes mentionnent des questions environnementales, mais dans des degrés très différents et avec du sérieux très différent aussi. Je pense là, il y a certaines partis politiques, c'est juste pas leur priorité. Donc, je pense qu'on a encore aujourd'hui des partis politiques, c'est clairement l'économie avant tout et le court terme avant le long terme. Et donc, dans ce sens-là, je pense pas que il pourrait y avoir une coalition comme ça. Et c'est la même chose, ça reflète la population aussi. Je me rends toujours compte, un peu dans mon milieu, tout le monde est concerné par les changements climatiques et par les problèmes environnementaux. Si je sors un peu de mon petit cercle, c'est loin d'être partagé par tout le monde. Donc, dans ce sens-là, je pense l'État, de nouveau, il peut faire des choses, puis je pense qu'il peut aussi faire pas mal de choses pour exactement conscientiser les gens, pour sensibiliser les gens. L'éducation est très importante dans ce sens-là aussi. Donc là, il peut faire des choses, puis amener aussi après les citoyennes et les citoyens pour peut-être pousser aussi dans ce sens. Mais un exemple que je trouve assez frappant actuellement, c'est de nouveau un exemple de l'Europe où actuellement en Allemagne, vous avez une coalition du Parti socialiste, Parti libéral, Parti vert. Donc les verts qui luttent pour la cause environnementale depuis des années sont partis au pouvoir. Ils ont essayé de pousser une législation pour
demander que les gens changent leur système de chauffage pour qu'on va vers les pompes thermiques et donc on remplace très rapidement tout ce qui est énergie fossile. Manifestation partout en Allemagne. Les gens qui sont peut-être convaincus qu'il y a un problème avec les changements climatiques, ben, ils ne veulent pas changer leur système de chauffage. Et de nouveau, on peut comprendre, ça coûte cher. Si d'un jour à l'autre, il faut le faire, c'est compliqué. Et donc là, vous avez des gens qui, ils sont convaincus que c'est un problème, les changements climatiques, mais ils vont aller manifester contre les mesures écologiques du gouvernement. Donc c'est exactement pas ça, le plafond vert. Donc c'est très, très difficile d'avancer aussi longtemps que vous n'avez pas la population derrière. Merci pour la présentation. Ma question va un peu à la suite de celle de Catherine. Je m'intéresse au bon palier ou à la bonne échelle d'intervention. Vous avez parlé de l'État, mais il y a peut-être des acteurs qui étaient un peu absents de la présentation, soit les gouvernements des villes. Je ne sais pas si à cette échelle-là où on ressent, je pense particulièrement, les conséquences des changements climatiques, on peut penser aux inondations, aux vagues de chaleur. Est-ce que les gouvernements urbains ne sont pas aussi peut-être une voie d'intervention qui est intéressante, ou est-ce que peut-être qu'ils font un relais de ces revendications-là vis-à-vis de l'État? Tout à fait. En fait, c'est clair que la focale du livre, c'est moins sur le rôle des villes, mais c'est clair aujourd'hui, les villes, ils ont un rôle très, très important à jouer, et pas juste les grandes villes, donc c'est toutes les niveaux municipaux qui sont impliqués, puis ils ont de plus en plus aussi appelé en tout ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. C'est là où ils vont avoir un rôle très important à jouer, parce que finalement, c'est aussi à eux de gérer les problèmes après qui se posent. Et non, mais puis, je pense aujourd'hui, toutes les échelles sont importantes, donc je pense là où on peut agir, il faut agir. Donc il n'y a pas l'international qui serait plus important que le local, donc je pense que c'est pas du tout le cas. Puis il y a aussi des possibilités d'agir à tous les niveaux. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Oui, puis je pense que c'est important cette interaction entre les différents paliers de gouvernement, en fait. C'est ça qui permet... quand c'est bloqué à un endroit, on peut aller à l'autre. C'est ça. Alors, ma question n'a aucun rapport avec ça, mais je me pose une question. Est-ce que, malgré les catastrophes qu'il y a eu avec les centrales nucléaires de Tchernobyl puis de Fukushima, le nucléaire, c'est quand même une bonne alternative aux énergies fossiles, ou c'est mieux de prendre les énergies éoliennes, hydrauliques et solaires? Là, vous me lancez sur 2 heures. Là. Ah. Non, mais c'est une question très compliquée. Le nucléaire, c'est compliqué. Puis je pense que ma réponse courte serait le nucléaire. Si vous avez déjà des centrales nucléaires qui fonctionnent encore, qui sont sécuritaires, je pense que c'est probablement une bonne idée de les laisser aller. Construire des nouvelles centrales, pas sûr si c'est une bonne idée, parce que c'est très, très coûteux. C'est là où l'État va mettre beaucoup d'État, parce que les entreprises, c'est pas rentable pour les entreprises tout seul à construire des centrales nucléaires. Le capital de base est juste trop important. Pourquoi je trouve que c'est pas une bonne idée? Parce que si l'État dit on va construire du nucléaire, on va mettre beaucoup de capital sur le nucléaire, c'est l'argent qui manque ailleurs. Et dans ce sens, moi, je préférerais qu'on prend cet argent-là et on le met sur des énergies renouvelables qu'on peut développer beaucoup plus rapidement, parce que c'est aussi le temps pour construire une centrale nucléaire, c'est très long. Et donc, dans ce sens-là, je prendrais cet argent, je le mettrais plutôt sur les énergies renouvelables, puis comme ça, vous avez aussi pas les mêmes problèmes de sécurité qu'on a quand même aussi avec les déchets radioactifs. Même si on dit qu'aujourd'hui, les centrales sont plus sécuritaires que peut-être encore les centrales des années 70, on ne sait pas quoi faire avec les déchets radioactifs. Je pense que le seul pays au monde qui a trouvé une solution pour l'instant, c'est la Finlande. Tous les autres pays, on entrepose les déchets quelque part en espérant qu'on va peut-être trouver la solution. Et que fait la Finlande? Ils ont creusé un dépotoir dans la montagne quelque part où ils l'entreposent à long terme. Ma question, c'est, vous avez parlé des développements durables
Et on sait que, puis vous parlez souvent des pays de G7 puis tout, qui ont une infrastructure assez robuste pour faire des développements durables. Mais pour des pays comme l'Inde, l'Indonésie, l'Éthiopie, qui sont en voie de développement rapide, et on prévoit peut-être 2 milliards de personnes qui vont pouvoir vivre une vie qui est respectable, qui n'est pas au bas du fond. Est-ce que ça veut dire que les pays riches doivent céder une partie de leur qualité de vie pour laisser ces pays à développer, ou on maintient notre qualité de vie et les laisser nous attraper? Et ça crée beaucoup plus de pollution qui C'est une bonne question, puis je pense qu'on peut l'aborder de manière différente. Moi, il y a une dimension très morale, philosophique aussi dans votre question. Puis là, on devrait dire non, mais c'est pas... En fait, les pays du Nord, ils ont quand même bien vécu sur la base des ressources mondiales, et donc ce serait plutôt aux pays du Nord de diminuer la consommation pour laisser un peu plus au développement des pays du Sud. Est-ce que c'est réaliste? C'est une autre question. Ce qu'on voit un peu, et puis c'est toujours dans les négociations internationales sur les enjeux environnementaux, changement climatique et tout, vous avez toujours ces questions de financement, puis il y a toujours la revendication des pays du Sud que les pays du Nord mettent plus d'argent sur la table à la fois pour réduire aussi les gaz à effet de serre, mais de plus en plus aussi pour aider ces pays-là à s'adapter. Et une grande partie des négociations, ça chope parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ou puis après, parfois, il y a des compromis, il y a des promesses qui sont faites, on promet de l'argent, mais finalement, ce n'est pas versé. Donc, en fait, la question est bonne, mais la réponse, c'est très difficile de voir quelle serait vraiment une bonne manière réaliste pour trouver des solutions à ces enjeux. Je n'en ai pas, malheureusement. Merci beaucoup, c'est une excellente question.